Donc la réflexion que poursuit Agnès Thurnauer avec des éléments, des notions qui me semblent intéressantes. Je vous mentionne la notion d'écart, la notion de traversée, la notion de créolisation. Donc on va essayer de mieux comprendre de quoi il s'agit. Et puis en fonction du développement, on rejoindra peut-être à nouveau Jean-Luc Nancy par rapport à la dimension de l'image, parce qu'à chaque fois que nous sommes devant un travail artistique, nous sommes devant l'image. Et qu'entendre par là, quelle est vraiment la manière d'appréhender l'image, en quoi consiste-t-elle? Donc là, c'est Jean-Luc Nancy nous permet de comprendre à travers certains de ses écrits cette notion même voilà, de l'image. Donc, si au départ, je me replace par rapport à Agnès Thurnauer, donc je reviens dans cette galerie où par cette vue d'une intervention donc d'il y a très peu de temps, hein, peut-être un an ou quelques mois, en 2020 à Paris, il y a déjà cette dénomination avec un verbe infinitif, la traversée, ER, donc je reviendrai sur cette notion après. Ce que vous avez devant vous, ce sont des types de travaux différents. Peut-être celui qui est placé sur le mur à gauche, qui représente un modèle de forme qu'Agnès Thurnauer traite depuis 1995, qui est constamment là. Donc, elle revisite à chaque fois ces deux figures, ces deux formes, qui ne représentent pas quelqu'un en particulier, qui sont plutôt le rapport duel de chaque être humain. Vous avez sur le mur de droite une prédelle, donc en petit format, je crois qu'on voit très très bien la différence, qui est constituée de deux surfaces avec un encadrement très apparent. Mais vous voyez ces deux surfaces étant séparées, et je trouve qu'en regardant cette vue globale dans cette galerie, on se rend bien compte, Crossing, cette petite prédelle apparaît un peu comme un livre, hein, c'est le souhait d'Agnès Thurnauer, donc ce rapport à la dualité est de nouveau présenté là, et à l'avant, vous avez deux pièces importantes de l'œuvre donc matrice, constituée à partir de la lettre, donc l'ensemble de lettres de l'alphabet, les moules faits à partir des lettres, et ici proposés en grand format, à partir donc de matériaux qui sont des matériaux métalliques, creux, donc l'on peut disposer de façon à permettre aux visiteurs de venir à l'intérieur de ces formes et de prendre appui, de s'asseoir directement sur les morceaux, si vous voulez, du moule, et à ce moment-là, de se retrouver face à d'autres œuvres et de même imaginer, dialoguer voilà, avec d'autres personnes présentes dans l'exposition, ou peut-être avec Agnès Thurnauer qui serait, au moment du vernissage, présente là aussi. Donc voilà, je vous remontre de plus près cette idée. Donc les prédelles, hein, qui sont ces transpositions de tout petit format que l'on trouve en dessous de polyctiques, notamment du côté des primitifs flamands, par exemple chez nous. Vous avez une scène principale, par exemple l'Annonciation, et en dessous vous auriez une série d'images qui montrent par exemple l'histoire de Marie. La prédelle, on la retrouve chez Pierre Alechinsky aussi. Donc il travaille un grand format, et autour de l'image principale, il vient disposer ce qu'il appelle ses remarques marginales, qui est un développement racontant autrement, une référence à la scène principale. Donc les artistes contemporains se servent aussi de cette articulation spatiale, la prédelle. Donc ici, Agnès Thurnauer, elle joue en plus avec l'intégration du mot, hein, du langage, comme nous avions pu le dire, avec la scission, donc crossing ici, traversant, sur cette idée de la traversée. Donc vous avez peut-être la sensation d'avoir une répétition sur la partie gauche et la partie droite, se prolongeant, donc constituant finalement une perception de l'espace qui se rapprocherait très fort de la Renaissance italienne. Donc vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même manière de se dire à gauche et à droite. La lecture du mot qui fonctionne, elle le disait, comme l'apprentissage du langage. On prend une syllabe, on la lit, on ajoute une deuxième syllabe, on forme un mot, mais ce mot constitue le sens en intégrant la séparation qui fait en même temps la jonction entre les deux parties. Donc cette idée, si vous voulez, d'avoir cette possibilité d'emmener avec soi
un travail de petit format, comme on peut emmener avec soi un livre qu'on glisse dans sa poche. Voilà, en élargissant le point de vue à travers donc la salle d'exposition, et vous retrouvez latéralement une série de 3 tableaux que nous allons découvrir, et puis au-dessus, donc ce que nous avions nommé les fameux portraits grandeur nature, constitués de ces grands disques ayant 1,20 m de diamètre, sur lesquels vous retrouvez des noms d'artistes marquant l'histoire de l'art. Et souvenez-vous, Agnès Tornauer, de modifier le genre de l'artiste. Donc, la majorité du temps, on va retrouver des noms féminisés, puisque ce qui l'avait étonné, c'est cette découverte d'une histoire de l'art qui était présentée avec une dimension de présence masculine extrêmement forte, extrêmement grande. Donc voilà, ces 2 petites figures, Big Big et Bang Bang. Donc elle dit ces formes anthropomorphes, sans que ça ne traduise quelque chose de spécifique, se tiennent vraiment sur un seuil. Elle dit elles sont comme devant la peinture qui se trouve derrière elle. Ça, c'est une version qu'elle a réalisée en 2020 à l'acrylique. Vous voyez, les 2 personnages ont l'impression de se trouver juste au bord d'un développement pictural qui se trouve derrière, dans lequel il y a une série de traits qui sont édifiés, qui constituent vraiment une surface bien limitée. Souvent, donc, c'est l'usage du duo. Elle dit cette série primitive, donc initiée en 95, comme je vous disais, se promène dans mon travail comme pour rappeler que toute œuvre, comme tout être, comporte sa propre archéologie. Pas comme un passé, mais comme un devenir toujours actif. Sa volonté, c'est que ce travail est non genré, donc n'est pas défini par un genre, et qu'elle laisse la question de l'identité complètement ouverte. Donc il y a cette volonté chez Agnès Tornauer d'interroger l'altérité, d'interroger la relation à l'identité, à l'origine culturelle. Ce sont des choses que nous avions formulées au cours dernier. Et voici de plus proche la série donc de ces 3 tableaux. Alors, vous y reconnaissez des éléments déjà mentionnés. D'une part, le travail est constitué d'une figure féminine, qui est vraiment cadrée de près. Vous découvrez qu'il y a une présence très frontale à gauche, une sorte de mouvement, de dynamique, de glissement qui s'opère avec l'élément du milieu vers la personne de droite, également très frontale, et où on aurait cette sensation d'un visage avec l'idée d'un masque qui s'affirme. Peut-être y reconnaissez-vous la référence à des travaux d'Henri Matisse, de nouveau artiste de l'art moderne, comme nous avions vu la fois passée, qu'elle se référait à l'origine du monde de Courbet ou qu'elle se référait au bar aux Folies Bergères ou à Olympia de Manet. Donc des artistes qui ont contribué à ces changements de langage mettant fin à la référence à la tradition pour s'ouvrir à de la nouveauté et re-questionner les conventions picturales en fonction des changements qui s'opèrent dans la société, dans la pensée également. Et donc ici, il s'agit de personnages d'Henri Matisse. Je vous montre par rapport à la première image. Enfin, logiquement, il y en a parmi vous qui l'ont reconnu. Donc voilà, je reviens tout de suite, mais voici directement le lien qui se fait avec le portrait de Madame Matisse, qui est également appelé à l'arrêt verte, il y en a qui s'en souviendront. Donc Henri Matisse, à ce moment-là, on est en 1905, est véritablement dans la tendance fauve, en usant du maximum de fonctions occupées par la peinture. Donc il s'agit, vous voyez, de cette femme qui est évoquée. Alors il y a des changements au niveau du choix des couleurs. La volonté d'Agnès Tornauer n'est pas de recopier à l'identique le travail de Matisse, elle s'en sert parce que déjà ce travail opère un moment de changement, on est dans une avant-garde avec les fauves, donc elle recite cette femme, et puis comme nous l'avions vu aussi, elle vient coller un langage, elle vient transcrire une série de mots sur ses portraits, donc ça elle fonctionne de la même façon pour les 3, je pense que vous sentez
une évolution au niveau de l'expression même du faciès de la personne. Alors c'est peut-être un peu particulier, elle appelle cette série d'images créolisation interne. Là, celle-ci porte le chiffre 2. Ça fait partie d'une série peinture d'histoire, toujours avec l'usage de l'acrylique sur toile, présence d'un cadre en bois. Travaux donc réalisés en 2020. Donc c'est une conception, je veux dire, qui a été faite, qui est directement exposée dans le cadre donc de cette manifestation à la Galerie Règne à Paris. La créolisation interne. On pourrait s'interroger sur ce mot. Il y en a peut-être parmi vous qui le connaissent, il y en a peut-être qui le découvrent. Donc c'est un terme qui existe depuis le 19e siècle. Et je crois, probablement, sentez-vous, créolisation, il y a une référence aux sociétés créoles, mais le terme va s'élargir. Donc, voilà, entre autres, de façon très simple, ce qu'on peut évoquer par rapport à ce terme-là, parce qu'il est aussi aujourd'hui associé à une personne, Édouard Glissant, qui est un anthropologue, philosophe martiniquais, poète aussi, décédé en 2011. On nous dit la créolisation est la mise en contact de plusieurs cultures, ou au moins de plusieurs éléments de cultures distinctes, dans un endroit du monde, avec pour résultante une donnée nouvelle, totalement imprévisible par rapport à la somme ou à la simple synthèse de ces éléments. On prévoirait ce que donnera un métissage, mais non pas une créolisation. Donc, réflexion déployée par Édouard Glissant. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se produire, de la mise en contact de plusieurs cultures, mais c'est totalement imprévisible. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi justement Agnès Turnauer utilise-t-elle ce terme pour venir faire titre en même temps, caractériser, dénommer un agissement qui apparaît à travers cette image. Donc, cette notion de créolisation concerne, c'est l'intitulé donc des 3 tableaux que vous avez sous les yeux. Donc, comment comprendre l'usage de ce terme et peut-être venir aussi s'inspirer du texte écrit sur l'image. Vous arrivez peut-être à voir plus ou moins au centre, à la hauteur de la raie verte, à la hauteur de la base du nez. Vous avez le terme processus de créolisation interne, justement, qui apparaît à cet endroit de l'image. Vous observez aussi qu'il y a une progression dans la manière de venir placer les mots, c'est-à-dire qu'au-dessus, les mots donc écrits au bleu se détachent sur du blanc, et puis progressivement, ce blanc s'estompe un peu et arrive pour vraiment la partie inférieure, de chaque côté du col, en tout cas du bord de la robe de Madame Matisse, le fond devient un rouge orangé. Là, il y a un contraste, il y a une vibration très différente par rapport à la manière de poser les mots sur l'image, donc d'interagir en tant que surface d'une façon un peu particulière. Donc je pense que notre regard va glisser du haut vers le bas, d'autant plus que le texte est totalement lisible et qu'il va prendre tout son sens par rapport au titre utilisé. Cette notion de l'imprévisible, qui est évoquée par Édouard Glissant, s'approche à partir des portraits, des visages donc de Matisse, qui apparaissent d'une façon assez brute. Et le texte que Agnès Turnauer va placer sur l'image appartient à un ouvrage, un livre qui est paru en 2019 d'un certain Preciado, Paul B. Preciado, Un appartement sur Uranus. Enfin, moi, je dois vous avouer, je ne connais pas du tout cet ouvrage-là. Et on nous précise, en ayant été chercher un peu d'informations, qu'un appartement sur Uranus réunit des chroniques publiées dans Libération par Paul B. Preciado entre 2015 et 2018.
l'auteur y livre une pensée de la radicalité autour de son processus de transition sexuelle et des transformations que traverse l'humanité. La performance, cœur de sa philosophie, ne cesse de lier l'inventivité du langage à la possibilité de nouvelles manières d'être au singulier et au pluriel. Donc un cheminement personnel de transformation qui va s'associer, qui va de pair avec l'ensemble, pourrait-on dire, des mutations que traverse l'humanité. Agnès Turnauer donc s'est exprimée par rapport à cela. Elle dit que ce livre, quand elle l'a lu, elle a été profondément marquée par son contenu. Et de cette manière-là, il y a une notion donc de traversée qui s'est précisée. Et la technique finalement de venir transcrire le texte sur l'image s'est imposée à elle. Elle dit comme formant une grille, puis la figure vient prendre corps entre les lettres. Donc, ce qui est assez étonnant, si je reviens à l'image, c'est que donc d'après ce qu'elle dit, donc Un appartement sur Uranus, un des livres qui m'a le plus marqué dernièrement, qui remet en question cette attribution de genre à l'œuvre dans l'histoire de l'art, et le fait qu'elle ait peint le texte d'abord comme une grille, puis la figure qui vient prendre corps entre les lettres. Donc on pourrait imaginer l'inverse, on pourrait imaginer que la figure est d'abord posée sur la toile et puis qu'elle copie le texte. Or, c'est tout à fait l'inverse qu'elle met en œuvre. Et que nous dit le texte? Donc si on se rapproche, vous voyez, il arrive à être particulièrement lisible, donc je vous l'ai recopié pour que vous puissiez le partager. Le contenu, donc un passage du texte d'un appartement sur Uranus dit ceci: la traversée est le lieu de l'incertitude, de la non-évidence, de l'étrangeté. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. Le voyageur du genre ressent le changement de sa voix comme une possession, un ventriloquisme qui l'oblige à s'identifier à l'inconnu. Cette mutation est l'une des plus belles choses que j'ai vécues. Être trans, c'est désirer un processus de créolisation interne. Accepter qu'on arrive à être soi-même que grâce au changement, à la mutation, au métissage. La voix que la testostérone propulse dans ma gorge n'est pas celle d'un homme, c'est la voix de la traversée. La voix qui tremble en moi est la voix de la frontière. Nous comprenons mieux le monde, dit Glissant, donc Édouard Glissant, lorsque nous tremblons avec lui, car le monde tremble dans toutes les directions. Donc voilà l'extrait de texte qu'Agnès Turnauer choisit de retranscrire sur les tableaux, tout droit, donc venant du livre Un appartement sur Uranus. Donc vous avez deux fois la notion, la traversée, le lieu de l'incertitude. C'est la voie de la traversée, à nouveau, la voie de la frontière, trembler en même temps que le monde. Et cette notion, si vous voulez, de traversée, va être un élément essentiel pour Agnès Turnauer, parce qu'elle considère que sa pratique artistique est une espèce de lieu. Donc ces tableaux sont des lieux, étant vraiment espace de la parole, le lieu de la parole contemporaine, et qui se fait donc très attentive et peut-être traductrice des changements du monde auquel nous participons, duquel nous sommes témoins. Donc, cette notion de traverser à l'infinitif ou de la traversée est importante pour elle. Elle la partage, si vous voulez, avec les propos d'Édouard Glissant, elle la partage avec Preciado dans son livre. Voilà pour vous montrer un deuxième travail de cette série. Donc ça, c'est Créolisation interne 4. C'est pareil, hein, c'est traversé, c'est exactement le même texte qui est utilisé. Donc vous reconnaissez probablement aussi la femme au chapeau de Matisse. Donc les choix de couleurs sont différents, mais on a progressivement peut-être ce caractère justement d'un visage qui peut apparaître austère, alors féminin,
puisque dans le cas de Preciado, c'est cette transformation sexuelle qui s'opère. Donc c'est curieux qu'elle le fait à partir des portraits mis en œuvre par un artiste de l'art moderne, qui parle aussi des changements qui se déploient au niveau de la société. Donc la question qu'on peut se poser, c'est que devient l'image de Matisse? Comment découvrir le traitement que pose Agnès Turnauer en 2020, donc au début du XXIe siècle, qui montrerait de manière différente la société de notre époque, qui, un peu plus d'un siècle, pratiquement un siècle de différence avec l'approche posée par Matisse. Quel est l'apport du texte? Donc la question de la relation entre le langage et la figure, formant image. Agnès Turnauer dit, par rapport à ça, ce qui m'intéresse dans la peinture, c'est d'inventer une nouvelle façon de représenter, qui fonctionne dans l'hybridation de différents espaces, et non dans l'exploitation d'une manière monolithique. Par exemple, comment faire en sorte de lire une image et de regarder un texte dans le même cadre, sans que l'on soit exclusif de l'un, quelque part de l'autre. Je travaille cet entrelacement des différentes visibilités pour leur donner une présence nouvelle, inédite. On retrouve donc dans ce petit extrait de texte le rapport duel chez Agnès Turnauer. Donc c'est pas ou l'image avec sa figuration, ou un écrit, un texte avec son vocabulaire langagier très particulier. L'idée, c'est de réunir les deux et de poser donc une relation, un rapport dans ce qui fait image, figuration et texte. Travailler cet entrelacement de différentes visibilités. Donc, je pense qu'on ne formule pas les choses de la même façon quand on décide de le traduire, de le rendre partageable à travers l'image visuelle, ou à travers une succession de mots pour illustrer, décrire une expérience, comme ici, l'expérience de transformation sexuelle. Elle continue en disant, lorsque ces sphères s'entrecroisent et se répondent, donc la sphère de l'écriture, la sphère de la figuration dans l'image, donc se croisent, s'entrecroisent, se répondent, on accède à une nouvelle dimension de la figuration, bien au-delà du clivage obsolète, donc qui est dépassé, avec l'abstraction. Donc on a bien fini de se poser la question, est-ce que je suis encore dans le figuratif? Est-ce que, au contraire, c'est de l'abstraction? On entre dans un espace de la création où ce qui est donné à voir résulte d'un entendement pluridisciplinaire. Donc je rappelle, Agnès Turnauer considère que l'histoire de l'art n'est plus à lire comme un développement temporel, un développement linéaire, mais que la caractéristique de la pratique actuelle, c'est d'être dans la diversité des médiums, donc cette dimension pluridisciplinaire. Travailler à représenter le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, en rendre compte de façon picturale, relève de cette complexité-là, à la fois spatiale, ce qui se passe avec et autour, et intrinsèque, ce qui se passe dans le cas de la peinture. Donc il lui semble qu'aujourd'hui, dans ce caractère pluridisciplinaire, une manière de le montrer, c'est de glisser, de se faire interpénétrer donc des médiums différents, donc à savoir intégrer le langage à l'intérieur même de l'image. Je crois vous avoir dit, Agnès Turnauer est autodidacte en peinture, et elle a commencé à dessiner, elle a commencé à peindre comme elle a commencé à lire et commencé à écrire, je veux dire tout à fait naturellement. Et le mot, l'écriture, au niveau de carnet ou au niveau d'édition, je veux dire, vont l'accompagner parallèlement. Et je trouvais cette petite référence, je poursuis mon château fort. J'ai mes appartements dans des livres. Même confinés, je trouve des pièces, des vestibules, des entrées, des chambres, des salons, dans les livres où j'habite. Et cette petite réflexion, tiens, j'ai oublié de mettre la référence, c'est pas grave. Cette petite réflexion fait partie d'un livre qui s'appelle justement Traversée et qui a été proposé
je vous remets ceci. Non, je ne sais pas vous remettre. Qui était proposé dans le cadre de la fondation Thalie, si vous vous souvenez, sur la commune d'Ixelles. Et en l'occurrence, cette fondation Thalie, la responsable, la directrice de cette fondation, la fondatrice Nathalie Guyot, a aussi imaginé pendant le confinement faire une demande à une vingtaine de femmes artistes, réunissant certaines petites réflexions écrites, dont celle que je vous ai lue ici d'Agnès Tornauer, Je poursuis mon château fort, et il y a une œuvre collective qui est parue donc en 2020, au printemps 2020, suite à cela, aux éditions Ishtar. Donc ça veut dire que cette collectionneuse et mécène, Nathalie Guyot, a trouvé intéressant d'ouvrir un espace d'expression, un espace de parole à 20 artistes femmes, dont Agnès Tornauer, en sachant qu'Agnès Tornauer donc, avait le souhait aussi de redonner une place, de donner une reconnaissance particulière à l'être féminin créateur. Donc voilà, il y a possibilité de trouver des textes d'Agnès, soit aussi dans des catalogues d'exposition, ce qui vient donc progressivement donner différents types de présence de l'écriture ou du langage chez Agnès Tornauer. Cette notion, justement, de la traversée, cette notion d'un lieu pour aller vers un autre lieu, elle l'avait exprimée, je vous l'avais lu, mais je reviens avec ce petit extrait, quant à justifier la raison pour laquelle elle conserve l'idée du tableau, l'idée de la pratique finalement picturale. Donc elle parle le bord à bord du tableau et la délimitation d'un en dehors à partir duquel une altérité est possible. La peinture continue d'avoir du sens, un sens même politique, dans ce rapport à l'altérité, donc à tout ce qui est autre. C'est dans l'altérité que le tableau trouve sa force. Le tableau absorbe l'extérieur pour s'y référer. Il y a le corps du tableau, on pourrait dire il y a l'espace du tableau, le corps de l'atelier, l'espace de l'atelier, si vous vous souvenez. Donc, de ce qu'on va lire à l'intérieur même de l'espace du tableau, il y a une relation avec l'espace de l'atelier qui lui-même, en tant que zone de retrait, une fois qu'elle franchit la limite, que ce soit la porte, la fenêtre qui en marque un bord, elle touche à l'extérieur. Cet extérieur, elle vit en région parisienne, en périphérie de la capitale française, puis à partir de là, elle est en contact avec le monde. Donc il y a vraiment une croissance, si vous voulez, un développement qui se fait de plus en plus large. Donc elle dit la respiration entre toutes ces contiguïtés est permanente. Donc, pour elle, on ne peut pas limiter, si vous voulez, il y a une continuité dans cette juxtaposition de ces différents types d'espaces. C'est ça l'altérité, c'est ça aussi ces lieux possibles de porosité que constituent ces limites. Quand on est trop près du réel, trop dans sa redondance, on ne peut plus poser aucune question, dit-elle, ni poser, ni opposer. Or, il n'y a pas de question possible sans écart. Le tableau est ce lieu d'un écart. Il faut des bords, il faut les bords du tableau pour qu'il y ait interrogation. Le tableau se caractérise donc par son pouvoir d'énigme, par sa capacité à mettre le réel en question et les questions en résonance. Un tableau, très concrètement, est une surface qui est investie par différents médiums, mais qui visuellement aussi se définit par la présence des bords, se définit par la présence, entre guillemets, de limites, qui permet donc l'écart. C'est en même temps un lien à l'extérieur du monde, mais en même temps, l'image qui est proposée, ce n'est pas une image qui est égale à l'extérieur du monde. Donc le tableau lui permet, cette traversée, le tableau lui permet d'élaborer des formes, des figures qui touchent à des questions fondamentales qui traversent Agnès Tornauer en tant qu'être féminin, qui regarde le monde, qui interagit avec celui-ci. Donc la notion de la traversée, la notion de l'écart, la notion de l'altérité, les questions qui sont posées, la faculté de changement, de mutation qu'elle découvre dans le monde, la qualité d'adaptabilité aussi de l'humain, tout cela interroge Agnès, qui est fort centrée sur l'être humain,
et l'être humain dans toute sa diversité, avec toutes ses différences. Et tous ces éléments me permettent de faire, voilà, d'établir une relation, j'en conviens, elle est très subjective, elle m'appartient, mais je suis intéressée depuis toujours par la question du nomadisme, la question de la transhumance. Et ce fait que, voilà, il y a une quinzaine de jours, de passage dans une librairie, j'ai acheté cet ouvrage, un peu format de poche, celui que vous avez sur la droite, rédigé par Antoine Debec, qui est un marcheur et historien français, intitulé Ma transhumance, en dessous, en plus petit, Carnet de Routot. C'est publié chez Artaud Poche en 2019. Alors, cet historien, Antoine Debec, va choisir de repartir sur les anciens chantiers au milieu des paysages qui ont été plus ou moins façonnés par le passage des moutons. Il retourne, si vous voulez, sur les traces d'un parcours très ancien, millénaire, qui permet donc d'amener les bêtes depuis la plaine jusqu'à la montagne, donc pour l'estive. Mais ce déplacement, ce voyage, appelé Routot, qui partait de la plaine du Crau à Arles, donc en Provence, traversant les Alpes pour rejoindre donc le Piémont, a cessé en 1951. En tant qu'historien, il voulait reprendre contact avec ce chemin traditionnel, essayer de découvrir les traces qui pouvaient encore témoigner de cette pratique tout à fait millénaire. Et à l'intérieur de son texte est mentionné un ouvrage qui semble être un des documents les plus extraordinaires, redonnant justement à saisir ce lien profond entre les hommes et les bêtes, qui est dû à Marcel Kuhn et Maurice Moyal. Donc je vous mets la page de couverture à gauche, ici sur la même projection. Ces deux hommes, Marcel Kuhn, qui est un photographe, né dans la région de Pau, il a rencontré en 1951 un journaliste anglais, qui est Maurice Moyal, qui était sur Marseille, établi à Marseille. Alors une amitié va naître entre eux. Ils vont rencontrer des bergers, ils vont choisir de les accompagner pendant 3 semaines en 1951. Depuis donc cette traversée, si vous voulez, de la Provence vers les Alpes, et c'est la dernière fois que cette transhumance aura lieu. Donc l'un va faire les photos et l'autre va accompagner ces photos d'un texte décrivant toute cette expérience particulière. En fait, on se retrouve, quand on parle de transhumance, avec les mêmes termes, me semble-t-il, que ceux utilisés par Agnès Stornauer, que ceux utilisés par Jean-Luc Nancy. La transhumance, c'est une migration, c'est une mutation, c'est la question du déplacement. On se retrouve avec la déambulation, on se retrouve dans une capacité d'établir des glissements, des passages, une possibilité d'adaptabilité entre le système d'un paysage de plaine et puis on accède aux altitudes avec la montagne. Les bêtes et les animaux s'adaptent particulièrement à cela. Donc il y a de la correspondance entre les espaces, il y a de l'adaptabilité dans l'écart assez fort entre la plaine et les estives. En même temps, la transhumance est liée à une certaine authenticité. Il y a une grande mémoire ininterrompue qui malheureusement s'est arrêtée en 51. C'est aussi très profondément le rapport à la vie. On suit le mouvement de la vie. Je veux dire, on se déplace parce que les bêtes ont besoin de se nourrir. Les apiculteurs procèdent aussi comme ça, déplacent leurs ruches en fonction des besoins de l'abeille. Il y a quelque chose qui parle en même temps d'un décalage temporel, comme l'œuvre d'Agnès Stornauer, qui est une création toujours ouverte, qui ne peut qu'être reprise, remaniée, pour toujours témoigner de cette mutation que vit la société. Donc, ce qui me semble intéressant, c'est que le développement proposé par Agnès en tant que femme dans la sphère artistique
quelque part similaire ici au niveau de cette notion de la transhumance. Je vous glisse, voilà une vue prise par Marcel Kuhn, donc transhumant. On nous dit dans le col basalpin de Restefond, en se rendant au Mercantour, qui est toute une zone naturelle assez extraordinaire. Donc voilà ce regroupement. Il semblerait qu'il y ait 2000-2200 brebis qu'ils ont accompagnées. Alors, dans cette idée du lieu de l'écart, où il faut des bords, il faut les bords du tableau pour qu'il y ait interrogation, bien, je vous lis un petit extrait de l'ouvrage d'Antoine de Bec. La transhumance est la possibilité de mettre en correspondance des espaces qui, a priori, sont complètement étrangers l'un à l'autre, la plaine côtière et la montagne. Les éleveurs et les bergers transhumants maîtrisent tous les paramètres naturels dans un milieu et dans l'autre, et inversement, ils s'y sentent aussi bien dans l'un que dans l'autre. Tant qu'il y a de l'herbe pour nourrir leurs bêtes, cet apprentissage complet du monde se déroule tel un partage d'expériences vécues dans des espaces différents. C'est aussi cela, l'acceptation de l'autre. Donc, mettre en correspondance, accepter l'autre, la fameuse altérité. La transhumance est de plus un paradoxe, et cela aussi la définit. Elle semble exister depuis des temps immémoriaux. Et pourtant, elle a toujours été une pratique fragile, continuellement remise en question pour ses nuisances, exigeant habileté et savoir-faire de la part des éleveurs et des bergers, qui sont sans cesse contraints de négocier les passages avec les villages et les riverains, de construire de bons chemins. Parce que, et cela aussi la caractérise, il n'a jamais existé un chemin unique pour monter vers les montagnes. Marcel Kuhn, dans une lettre donc expliquant un peu l'état d'esprit avec lequel il va mettre en œuvre ses photos, dit ceci: « La route des transhumants est dure pour les non-initiés à cette épreuve. Par ailleurs, j'étais heureux parmi ces gens simples, menant leurs bêtes à la montagne. La marche lente, la musique de toutes ces cloches et clochettes vous font baigner dans un monde irréel et vous coupent littéralement du reste de l'existence. Pour les bergers, cette musique et cette ambiance, c'est leur réalité, gens rudes et honnêtes. » Donc, voilà, cette possibilité m'était offerte de faire ces liens, peut-être d'attiser votre curiosité sur le domaine de la transhumance, nomadisme, migration, donc déplacement, écart, possibilité d'intégrer l'altérité, mise en correspondance d'éléments qui peuvent paraître très différents. Donc on a là vraiment une attitude qui est portée par Agnès Turnauer et qui se transforme à travers ces différents types de propositions créatives, que ce soit le tableau, que ce soit la sculpture, que ce soit l'installation, que ce soit l'usage de la photo. Et en même temps, ce sont des termes qui sont utilisés dans la réflexion philosophique de Jean-Luc Nancy, en parlant donc de l'approche de l'image. Puisqu'on ne doit pas oublier qu'on est arrivé vers Agnès Turnauer à partir d'une relation mise en évidence par Jean-Luc Nancy. Souvenez-vous, la robe bleue, la fente, donc la question de l'origine, la question de ces temps immémoriaux. Donc voilà, pour moi, il y a une continuité, même si le domaine peut paraître différent, il y a quelque chose qui est partagé, qui est similaire dans cette manière d'être au monde entre le berger transhumant ou le nomade, l'attitude de création et d'échange permanent entre l'espace de l'atelier et le reste du monde, et la position qu'adopte Jean-Luc Nancy en tant que philosophe, posant réflexion dans sa capacité de comprendre le fonctionnement de la pensée humaine en s'appuyant sur l'art. Donc voilà, je glisse cette référence à la transhumance. Alors, si je reviens à Nancy, qui était attaché à l'approche de l'image, chaque fois qu'il est devant un travail artistique, il pense la proposition artistique
comme étant une image. Alors, je vous glisse ici une petite phrase écrite par Ginette Michaud, j'ai déjà eu l'occasion de la mentionner, qui est une philosophe québécoise, qui a une assez grande proximité avec le contenu de la pensée de Jean-Luc Nancy, qui dit ceci: un des aspects les plus originaux des travaux philosophiques de Nancy est qu'il se laisse traverser, là de nouveau le mot qui revient, par la question de l'art, et tout particulièrement par celle de l'image. De fait, c'est bien toujours à la chose en image, je me permets de mettre ça en couleur, qu'il s'intéresse. La chose en image. Donc l'idée sera essayer d'un peu de comprendre le sens qu'il va donner à ce mot image. En même temps, donc, je parcourais cet article de Ginette Michaud, 3 manières de toucher la chose, Nancy, Cixous, Derrida. Je débutais aussi la lecture d'un autre ouvrage de Jean-Luc Nancy qui s'appelle Au fond des images, publié en 2003. Et dans le premier chapitre de ce livre, Jean-Luc Nancy traite de l'image, le distinct. Donc c'est en même temps le titre qu'il donne à ce chapitre. Et ce chapitre commence de cette manière. Donc l'image, le distinct, comment comprendre cette notion? Il dit l'image est toujours sacrée. Le sacré signifie le séparer, le mis à l'écart, le retrancher. Donc l'image n'est ce qu'elle est que par sa séparation. L'image est ce qui reste à l'écart, dans l'éloignement. L'image est ce qu'on ne peut pas toucher, ou seulement d'un toucher sans contact. L'image est nommée le distinct par Jean-Luc Nancy. Distinct, ce qui ne se confond pas avec quelque chose, ce qui est différent, séparé. Donc l'image est une chose qui n'est pas la chose. J'ai eu l'occasion de formuler cette phrase de Jean-Luc Nancy. Donc voilà par exemple quelques petites phrases à travers lesquelles on peut peut-être mieux essayer de cerner. On parle beaucoup de la notion de l'image en art. C'est quoi une image? Qu'entendre par le mot image? Donc un livre qui consacre Jean-Luc Nancy à cette notion. Donc les choses sont formulées très simplement au début de sa réflexion. L'image, c'est elle est sacrée, c'est-à-dire qu'elle est l'expression d'un écart, d'un éloignement. Donc entendez l'image devant laquelle nous nous trouvons par le propos artistique. L'image n'est pas équivalente à la réalité du monde. L'image est faite de quelque chose qui est différent, qui est séparé, qui est distant, qui est éloigné du monde. Donc quand Agnès Turnauer dit qu'elle se trouve dans son atelier, et ça lui fait penser à Lascaux, comme un espace où elle est à la recherche des premières représentations, elle est en retrait, mais à partir de cet espace de retrait, où elle va créer ces images, elle dialogue, elle interagit avec le monde. Mais l'image qu'elle propose, ce n'est pas le monde. On a vraiment une illustration de cette manière dont Jean-Luc Nancy précise ce qu'est l'image. L'image, ce n'est pas une illustration. L'image, ce n'est pas un élément décoratif. Quand il parle de l'image, c'est l'image au sens vraiment d'une création artistique. Il parle du sacré, il ne parle pas d'une relation, si vous voulez, à un contenu religieux. Donc, ayons bien à l'esprit, l'image n'est pas une copie d'une réalité. L'image est une autre dimension, est une autre chose qui est en relation avec le monde, mais qui en est séparée, détachée, qui ne se confond pas avec le monde. Par rapport à cette notion, donc l'image est nommée le distinct. Jean-Luc Nancy nous dit
le distinct, selon l'étymologie, donc selon l'origine, c'est cela qui est séparé par des marques. Le mot renvoie à stigma, marque au fer, piqûre, incision, tatouage. Donc, ce qui est séparé par les marques donc, c'est ce qui montre que la chose est différente. Donc, c'est cela qu'un trait retire et tient à l'écart, en le marquant aussi de ce trait. Comment distinguer l'image de la réalité? Comment déceler que l'image est autre que le caractère homogène du monde? C'est parce que dans l'image, il y a des marques qui l'identifient et qui font qu'elle est justement autre, qu'elle est distincte. Elle est tenue donc à l'écart parce qu'on repère, parmi ce qui constitue l'image, qu'il y a des éléments qui la distinguent comme étant tenue à l'écart d'eux, comme étant dans ce retrait, comme étant séparée par justement ces marques. On ne peut l'y toucher. Ce n'est pas qu'on n'en a pas le droit, ce n'est pas non plus qu'on manque de moyens, mais c'est que le trait distinctif sépare ce qui n'est plus de l'ordre du toucher. Pas exactement donc un intouchable, mais plutôt un impalpable. Mais cet impalpable se donne sous le trait et par le trait de son écart, par cette distraction qui l'écarte. Donc l'image qui est écartée, éloignée, donc on ne peut pas approcher directement, se manifeste par des traits spécifiques qui la distinguent du fonctionnement courant, réel du monde. Et c'est parce qu'elle est imprégnée, marquée par ces traits, qu'on va la saisir, qu'on va la distinguer comme étant image. Il écrit encore cette phrase, en conséquence, ma question première et dernière sera, est-ce qu'un tel trait distinctif n'est pas toujours l'affaire de l'art? Entendez chez Nancy, ce qui est l'art d'écrire, ce qui est l'art de composer de la musique, ce qui est l'art de jouer au niveau du théâtre, au niveau de la chorégraphie, au niveau plastique, donc c'est l'ensemble. L'image prend des réalités différentes, ce n'est pas uniquement la version visuelle. Hein. Est-ce que donc la pratique artistique n'a-t-elle pas cette capacité à poser des traits distinctifs qui fait qu'en étant devant un spectacle, en écoutant une composition musicale, en recevant peut-être un texte poétique, les signes qui apparaissent dans ces langages artistiques nous permettent de déceler une approche en tant qu'image qui n'est pas le caractère habituel du monde, donc qui est porteur d'une certaine signification et qui, avec ces traits distinctifs, se trouve toujours donc tenu à l'écart des choses, en retrait des choses. Alors, cette notion de la distinction, cette notion d'un stigma, alors voilà, je me suis un petit peu amusée à chercher des traductions sur Internet. Donc, stigma, c'est bien un mot grec signifiant piqûre, comme il disait, marque au fer, piqûre, incision, tatouage. On a un terme français qui en dérive, stigmate. Et alors, c'est assez étonnant parce que le terme stigmate a plusieurs significations, plusieurs usages. Alors, quand on prend un peu la signification, on a d'abord blessure ou plaie du Christ, les marques miraculeuses disposées sur le corps, comme les 5 blessures du Christ. Donc, les blessures au niveau des mains, au niveau des pieds, ça fait 4, au niveau du côté, les 5 blessures. Stigmate, c'est aussi la marque laissée sur la peau par une plaie ou une maladie. Et en botanique, le stigmate est l'extrémité d'un carpel formant le pistil d'une fleur dont la fonction est de capturer les grains de pollen. Alors j'ai retrouvé un dessin très simple de l'élaboration de toute l'articulation du système de la fleur et la partie la plus élevée où il y apparaîtra
Donc le stigmate par rapport aux étamines, aux pétales, et puis voilà la tige. Alors c'est curieux parce que cette approche de cet écart, de ce retrait, de cette possibilité de lire une image qui en même temps ne peut pas être touchée, va être traduite dans le développement de la pensée de Nancy par une référence à un épisode qui est celui du Noli Me Tangere, dont je vous glisse ici un détail, mais je vais revenir avec l'œuvre plus large, où vous avez donc la personne de Marie-Madeleine, on voit juste son genou, avec une main qui est dirigée vers le bas, à la hauteur du sol, là où vous avez le bas du vêtement du Christ ressuscité, les pieds posés sur le sol, et vous voyez les deux marques, justement, les deux traits distinctifs de ce qui lui est arrivé, de marques rouges, les empreintes des clous que l'on voit au niveau de la surface du pied, et qui sont étonnamment mis en regard avec des plantes sur le sol, sur lequel on voit apparaître des taches rouges. On pourrait se dire, bien, à la hauteur de la main de Marie-Madeleine, ça correspond peut-être aux fleurs épanouies. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a 3 croix. Vous voyez, juste, enfin, je ne sais pas si c'est visible sur votre écran, 3 croix dans le prolongement de ses doigts. Et sur la plante, très schématisée, très stylisée, qui se trouve à la hauteur d'un des pieds du Christ, vous avez justement les 5 points rouges, correspondant donc aux 5 plaies relatives à l'épreuve de la crucifixion. Alors, je vous mets cela parce que dans le contenu du texte de Nancy, on peut se dire, mais c'est impressionnant, il va établir, en parlant de l'image, des relations entre justement cette notion de retrait, l'image est sacrée, elle est distincte d'eux, et il va continuer à en parler dans le récit du Noli Me Tangere, ne me touche pas, ne m'approche pas, que dit le Christ ressuscité à Marie-Madeleine. On pourrait se dire, mais c'est quand même assez étonnant de fonder sa pensée sur cette relation-là, mais ce fait que le mot stigma, qui permet de distinguer ce qui fait que l'image est une chose et que le monde est une autre chose, va se retrouver, comment je vais dire ça, illustré ou traduit dans l'image par cet épisode du Noli Me Tangere, où tout se passe sur la relation entre les marques de la crucifixion, les plantes, l'usage du rouge. Nancy dit encore, mais ce qui se distingue essentiellement de la chose, c'est aussi bien la force ou l'énergie, la poussée, l'intensité. Toujours le sacré fut une force, voire une violence. Ce qui est à saisir, c'est comment la force et l'image appartiennent l'une à l'autre dans la même distinction. Comment l'image se donne par un trait distinctif, toute image se déclare ou s'indique image de quelque façon. Et comment ce qu'elle donne ainsi est d'abord une force, une intensité, la force même de sa distinction. Donc, l'image est sacrée, elle est ce retrait, elle est distincte du reste du monde. Et comment se fait-il qu'on la découvre distincte? Parce qu'il y a quelque chose de particulier, elle concentre, elle est une force, elle est une énergie, elle est une intensité. Donc, elle est constituée de ce qui, en même temps, fait qu'elle est distincte du reste du monde. Et c'est là que la relation avec la scène du Noli Me Tangere fonctionne très très bien, puisque la distinction de l'image pour Nancy tient à sa séparation, à sa mise à l'écart, à son retrait de toute présence. Donc l'image a ce pouvoir retenu en elle, et tout cela le fascine,
Et cette fascination pour cette notion de l'image, Nancy la retrouve dans la scène du fameux Noli Me Tangere. Donc le Christ qui est ressuscité apparaît à Marie-Madeleine au matin de Pâques. Alors pourquoi ce sujet fascine-t-il Nancy? Il consiste à rendre intense la présence d'une absence en tant qu'absence, en résistant au désir de toucher pour justement toucher par ce retrait, ce recul ou cet absentement. La vérité est mise en jeu dans la présence paradoxale de l'image et dans l'image, où le vrai mouvement de se donner n'est pas de livrer une chose à empoigner, mais de permettre le toucher d'une présence et par conséquent l'éclipser, l'absent, le départ, selon lesquels toujours une présence doit se donner pour se présenter. Je reviendrai à ce texte. Donc là, on est dans la fascination que développe cette scène pour Jean-Luc Nancy, avec laquelle il vient peut-être expliquer ou traduire différemment ce que pour lui signifie une image. Alors si on reprend, voilà, progressivement je vais arriver à la scène, mais en prenant quelques images peintes, je m'appuie sur un petit commentaire qui est fait, élaboré d'abord par Georges Didier-Burman, donc un historien de l'art et philosophe français, dans un livre qu'il a consacré à Fra Angelico, donc à cet artiste et frère, donc dominicain, un livre qui s'appelle Fra Angelico, dissemblance et figuration, qui était paru en 95. Alors, à travers cet ouvrage, il mentionne cette création, donc cette annonciation réalisée à la fresque en 1442-43, qui se trouve au couvent San Marco à Florence. Donc vous avez la Vierge, vous avez l'ange, ils sont placés dans un espace architectural, mais à côté, il y a une zone extérieure où on voit justement la nature, ce fameux jardin de l'Annonciation. Et voilà un détail, le jardin de l'Annonciation, écrit Didier-Burman, est le réceptacle des figures du mystère de l'incarnation. Ce jardin, c'est le lieu de la mémoire. Et en même temps, dit-il, virtuellement, c'est le Christ. Le Christ en tant que fleur. Ce lieu, ce jardin, est désigné par le mot Chora, K-H-O-R-A. Donc la Chora est dite le lieu du commencement, de la germination des figures. Donc le jardin, c'est avant tout, dit Didier-Burman, un espace d'histoire, un lieu de mystère, un espace où on se remémore, un espace en même temps solennel, rare. C'est le jardin de la maison de la Vierge. C'est également le paradis. C'est aussi le jardin de la naissance, mais de l'agonie et de la résurrection du Christ. Donc il y a comme ça toute une série d'événements qui sont liés au jardin, qui devient symboliquement un lieu, un espace extrêmement puissant. Dans ce jardin, vous pouvez voir, il y a des petites fleurs avec des floraisons blanches, il y a des floraisons rouges. Et comme le repère très bien Didier-Burman, il dit, on y trouve la puissance, on y trouve des symptômes même de la peinture, c'est-à-dire la dissemblance. Ça évoque un jardin, ça traduit la présence de fleurs, et en même temps, ça ne sont pas littéralement des fleurs observées et traduites dans une représentation très juste. Il y a quelque chose qui fait vaciller le visible. Et c'est là qu'il mentionne un autre moment dans la création de Fra Angelico, qui est donc cette scène qui vient également illustrer, enfin se placer à l'intérieur d'une cellule, la cellule numéro 1, qui est donc la scène du Noli Me Tangere, où les deux personnages, Marie-Madeleine à la robe rouge,
le Christ est vêtu en blanc. Vous voyez, il porte le nimbe. Il apparaît avec un outil posé sur l'épaule. Il vient de sortir du tombeau. Généralement, on le voit avec une bêche. Et il y a un court instant confusion. Marie-Madeleine, qui était censée veiller sur le tombeau, découvre quelqu'un qui est là dans le jardin, qui apparaît comme un jardinier. Au départ, elle ne comprend pas qui il est. Et puis le Christ va l'appeler, va lui parler, va la mentionner par son prénom, et là, elle va reconnaître. Elle va reconnaître le Christ. Didier Burman dit à quoi correspondent justement ces taches blanches, ces taches rouges qu'on a au niveau donc de la végétation, au niveau du jardin. Il dit, ces taches donc présentent des fleurs, mais elles ne sont pas peintes comme des fleurs. Elles ne décrivent rien, elles ne sont pas proches de calices, de corolles, de pistils, d'étamines, c'est simplement des taches colorées. Les éléments rouges que l'on voit sur les végétaux parlent du péché de Marie-Madeleine, mais ce rouge est aussi en relation avec la souffrance vécue par le Christ. Dans ses plaies, dans sa chair, au niveau du nimbe de sa croix. Donc les fleurs sont en relation avec une blessure, dit-il, une cicatrice. Et c'est comme si le Christ avait semé ces stigmates sur le jardin terrestre. Donc là, on est dans une transposition avec une dimension théologique importante, puisque Fra Angelico, en tant que moine, ne va pas représenter quelque chose, il va directement partir dans la transposition des textes théologiques. Donc Jean-Luc Nancy, quand il va lui-même déchiffrer cette scène du Noli Me Tangere, il va essayer de comprendre cette phrase énigmatique à travers laquelle donc le Christ dit à Marie-Madeleine « Ne me touche pas, ne m'approche pas ». C'est un peu ce que vous voyez au niveau de la proximité des deux mains, donc la main gauche de Marie-Madeleine et la main droite du Christ. Alors, ce n'est pas dit par n'importe quel homme. Le Christ est ressuscité, il apparaît dans son corps glorifié. Marie-Madeleine est cette femme qui est une pécheresse, qui a un corps sensible, qui va parfumer. Le corps du Christ qui va utiliser ses cheveux. Donc, il y a quelque chose de sensuel dans la présence de Marie-Madeleine. Donc, on a des traits distinctifs pour les deux personnes. Pour le Christ et son histoire, pour Marie-Madeleine également. Chacun d'eux, à ce moment-là, ne peut plus être littéralement appartenant à la même communauté. Je dirais, l'un est humain, l'autre est divin. Donc, il y a un retrait, il y a une séparation entre les deux. Et Nancy dit ceci, la portée du Noli Me Tangere se noue d'abord entre deux corps, celui divin de Jésus et celui de chair de Marie-Madeleine. En cette scène étrange, où un corps glorifié se présente et se refuse à un corps sensible. Chacun des deux exposant la vérité de l'autre. Un sens frôlant l'autre, mais les deux vérités demeurant inconciliables et se repoussant l'une l'autre. Arrière, recule, retiens-toi, retiens-moi, retire-toi. Ce couple d'amants, que plusieurs commentateurs auront qualifié de mystique, ces amants jouissent l'un de l'autre en se séparant, est aussi un couple de concepts. Donc Marie-Madeleine vit une vision. La vision et le toucher. La vision et l'interdiction de toucher. La croyance et la foi, le visible et l'invisible, entre lesquels il se passe quelque chose. Chacun des deux appelant et repoussant l'autre. Chacun des deux touchant à l'autre dans une étreinte qui demeure hors d'atteinte. Donc Nancy va s'attacher à faire une analyse très aiguë pour comprendre un peu la manière dont cette intrigue s'organise autour de la vision de Marie-Madeleine. Donc l'image traduit une vision. Donc l'image présente
ce qui est de l'ordre de l'invisible, ce qui est de l'ordre d'un retrait, ce qui est de l'ordre d'un écart. Donc il dit, l'image, c'est une parabole. C'est la parabole du voir. Et il s'agit de voir ce qui n'est pas à voir. L'image nous permet de voir, d'entrer en contact avec ce qui n'est pas à voir. Voir ce qui se donne à voir seulement au regard qui a déjà su voir dans la part invisible. Marie-Madeleine, c'est un personnage qui a vu, qui a senti, qui a éprouvé la présence du Christ qui maintenant s'offre à elle dans l'absence. Donc ça rejoint cette notion importante pour Jean-Luc Nancy, le distinct se tient toujours à l'écart du monde des choses. Donc cet épisode du Noli Me Tangere pourrait venir soutenir, pourrait venir conforter la pensée déployée par Jean-Luc Nancy sur la conception même d'une image qui est toujours d'abord l'écart, le retrait, l'étrangeté. Pour mieux comprendre, quand on est devant l'image, elle est la résultante d'une intimité, d'une passion, d'une concentration d'éléments qui relèvent d'un langage spécifique et qui ne peut pas se confondre aucunement avec le cours normal des choses. Donc, voilà, je vais m'arrêter parce que je vois